Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous raconte son histoire et son parcours. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel, commercial, industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier aussi Watts, qui est un manufacturier de drains et de rough en plomberie. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications, n'hésitez pas à mettre du Watts sur vos plans ou de contacter Lajoie qui les représente. Et j'aimerais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super beau sac à nos invités. Cette semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer Étienne Marcoux de Collier qui nous raconte son histoire. Sur ce, bon podcast! Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Étienne, merci beaucoup d'être là. Bienvenue au podcast Au-delà des plans. D'abord, merci d'avoir remplacé à la dernière minute. Je voulais t'inviter, mais là, je sais que tu as été super généreux de ton temps de venir remplacer à la dernière minute. Fait que j'apprécie beaucoup. Fait que bienvenue au podcast, man. Fait que Étienne Marcoux, Collier. Ouais. T'as quel âge, Étienne? 29 ans. 29 ans. Puis, tu fais quoi dans la vie? Moi, je le sais, là, mais c'est pour présenter au niveau des auditeurs. Oui, ben, dans le fond, je suis courtier immobilier commercial. On fait surtout, dans le fond, de l'industriel, du bureau, investissement, puis terrain, dans le fond, avec un focus précis sur une région, dans le fond, Laval-Rive-Nord. OK. Donc, c'est pas mal ça notre principal focus. OK, cool. Puis, tu viens de où? T'es né où? Dans le fond, j'ai grandi à Blainville puis à Lorraine. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, pourquoi je suis allé en immobilier commercial. C'est quand même une bonne histoire. Parce que dans le fond, moi, j'ai commencé quand j'étais vraiment jeune, puis je faisais de la vente. J'étais quand même bon avec les gens. J'étais bon pour vendre différentes choses. Puis, tu vendais quoi comme ça? Je vais faire l'anecdote la plus drôle. Quand j'étais un scout, j'avais genre 8 ans. On faisait du porte-à-porte pour vendre des calendriers. Ouais. Puis moi, j'en vendais comme 2 à 4. Parce que dans le fond, les maisons qui avaient 2, 3, 4 autos devant la maison à Lorraine, je leur disais, ben monsieur, vous avez 4 chars. Il y a au moins 4 personnes qui ont besoin de calendrier ici. À 8 ans, je disais ça au monsieur. Il me trouvait juste cute qui achetait le calendrier. Ça a commencé de même. J'aimais ça. À un moment donné, j'avais vendu 70 en une journée. J'avais gagné dans le temps un 10 semaines. C'était hot en tabarouette. Les 10 semaines jaunes, là. Quelque chose de spécial. Là, que là, j'étais comme, bon, ça va être ça. Je pense que c'est une bonne carrière. Mais avec le temps, je travaillais à certaines places. Puis j'aimais plus ou moins ça. Puis à un moment donné, j'étais allé chez Future Shop. Puis c'était vente, pure vente. Puis moi, j'ai même pas fait d'entrevue. Je me suis juste pointé au magasin. J'ai dit, c'est trop compliqué en ligne. Je vais aller me vendre au gérant. Puis comme de fait, le lendemain, j'ai été engagé. Puis là, j'ai commencé à faire de la vente du one-on-one. One-on-one. Puis j'aimais vraiment ça. Avec un certain nombre de temps, ben, les gens, ils rentraient au magasin pour venir me voir moi parce que j'avais des cartes d'affaires. Je disais au monde, venez me voir. Il y avait des journées VIP. Puis le monde, il revenait. Puis si j'étais pas au magasin, il ressortait. C'était aussi simple que ça. J'ai des clients que je rappelais puis je textais pour les journées spéciales qui venaient de manière récurrente acheter. Il y avait une clientèle au Futur. Mais c'est drôle, tu me dis ça, parce que moi, j'ai travaillé au monde des athlètes, puis justement, les journées VIP, tu sais, j'ai un exemple, mettons, comme au Boxing Day, où ce qu'on avait plein de rabais, j'avais une liste de clients que moi, je contactais, puis qui venaient, puis j'ouvrais le magasin pour eux 1 heure avant. Mais tu sais, j'étais tout seul dans le magasin avec, mettons, 20 clients. Puis là, je faisais des journées, tu sais, au monde des athlètes, là, quand tu fais, mettons, une journée de 2000, 3000 piastres de vente, à vendre des souliers, des bas, des t-shirts. Oh ouais. Je me souviens, au Boxing Day, j'ai eu le record à travers tous les mondes des athlètes au Canada. J'avais vendu pour 8600 en... Tu sais, le Boxing Day, c'était 4 heures. Oh ouais. Fait que là, les gars, c'était comme... C'est impossible, là, quand même. fait que là, tu travaillais au monde des athlètes comme vendeur. Future Shop. Ouais. Non, je te voulais dans mon équipe. Déjà. Exact. Fait que au Future Shop, puis comment ça roulait là-bas? Pourquoi t'es pas resté travailler là? Premièrement, Future Shop a fermé. Ah oui, c'est vrai. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais chez Future Shop à Boisbriand dans le temps. Puis pendant mon cégep, dans le fond, je travaillais comme un
25 à 40 heures, plus mes cours de cégep, mes 4 cours. Puis dans le fond, à un moment donné, le cégep était terminé, que j'étais à l'université en ville. Moi, je voulais aller à John Molson parce que je voulais faire mon université en anglais pour avoir une espèce de plus-value sur le marché du travail en disant que je suis francophone, mais je suis capable d'étudier en anglais, donc je suis quand même assez bilingue. Puis en même temps, je voulais apprendre, je voulais avoir de quoi de nouveau. Puis en arrivant en ville, ben j'ai de la clientèle, dans le fond, que je me suis refait. Puis moi, je demandais toujours aux gens en ville, quand je travaillais en ville, comme qu'est-ce que le monde faisait. Puis il y a des clients qui étaient en immobilier commercial, puis ça m'interpellait. Puis je jasais beaucoup avec ces gens-là. Puis à un moment donné, j'étais arrivé, puis j'ai une cliente qui est arrivée un 1er novembre. J'avais eu une solide veillée pour le 31 octobre. J'étais tout relax. Mon collègue était un peu plus raide. Puis moi, j'étais juste comme, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps que cette madame-là. Je vais voir. Puis finalement, ben, j'ai juste fait des suivis avec cette personne-là à chaque 2 ans. Puis à un moment donné, à 1 an avant de finir mon bac, j'ai dit, garde, si vous ne m'engagez pas là, à la fin de mon bac, c'est ça, j'ai une job. Puis ils m'ont engagé. Puis j'ai comme créé un poste parce qu'il n'y avait pas réellement de poste. Les autres, c'était 2 courtiers, puis ça roulait bien. Mais la madame que tu parles, c'était une courtière dans l'immobilier commercial aussi? Oui. Puis, fait que là, eux autres étaient un peu à son compte comme. Ils étaient à leur compte, dans le fond, il y avait dans une agence, puis c'est ça, j'ai appris là, dans le fond, j'ai fait mes dents là pendant 2 ans et demi. Puis à un moment donné, ben, je voulais plus, je voulais apprendre par moi-même, je voulais faire mes propres affaires. Je pense que j'avais fait le tour, puis c'est là que j'ai fait le saut en commercial. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier. Tu sais, j'allais faire laver mon auto quand je travaillais à Beaubriand, au Car Wash, puis il y avait des courtiers résidentiels qui venaient me voir, je vais te partir. Mais en étant allé à l'université, en voyant qu'en ville, il y a des plus gros immeubles, il y a des plus gros emplois qui vendent juste des maisons. Puis moi, le côté relationnel plus qu'émotionnel m'importe. Donc, le relationnel, c'est là que ça a fait que c'était le fun, parce que j'avais déjà des relations avec les clients de Future Shop, qui n'est pas une grosse business en soi, mais qui est juste... on avait déjà des relations qu'on établissait avec des clients qu'on rencontrait 1 fois, 2 fois, puis avec le temps, ça devenait comme du monde proche. Puis il y a même de ces gens-là qu'encore aujourd'hui, je parle, puis il y a de ces clients-là qui me réfèrent de la business aujourd'hui même en immobilier. Là. My God, OK. Le monde est vraiment petit, là, ouais. Ouais, ben, c'est sûr, tu sais, le relationnel, je pense, c'est la base de tout. J'en ai déjà parlé dans le podcast que moi, à un moment donné, mon père, je savais pas en quoi m'en aller à l'université. Puis mon père il me dit, peu importe dans quoi tu vas t'en aller, c'est sûr que tu es un entrepreneur. Fait que tu vas bâtir des relations dans ce milieu-là. Fait que choisis n'importe quoi. Parce qu'au début, moi, je voulais, médecin, ça serait cool, mais je voulais pas tant étudier que ça. Puis aujourd'hui, je suis bien content de ne pas avoir étudié en médecine. Là. Je regarde les vies des médecins, ça n'a comme pas de sens. Tu sais que moi, au départ, là, je voulais être pharmacien. Sais-tu pourquoi je voulais être pharmacien? Pourquoi? Là, tu vas adorer pourquoi. Parce que je trouvais ça le fun. T'as comme une pharmacie, t'as une business, t'as une clientèle. Puis c'est ce côté-là que j'aimais déjà au départ. C'était pas vraiment les médicaments, c'était le fait d'être conseiller les gens, puis d'être là pour les gens, puis de les aider dans leurs problèmes ou dans leur situation de santé quelconque. Puis déjà au départ, c'était déjà quelque chose que... Puis, moi aussi, j'étais comme toi, là, regarde, oublie ça que j'aurais fait les études à pu finir. 8 ans d'études, on met ça de côté. Puis quand tu t'assis sur les bancs d'école à l'université, tu te rends compte que c'est une machine employée. Parce que l'université en tant que telle, c'est une formation pour former pour des grosses compagnies, des grosses boîtes. Parce que l'université, ils te font toujours pousser vers des grosses corporations. Mais quand tu es entrepreneur, tu te sens pas, ou tu te vois pas dans ce bassin-là, dans le fond. Bien, tu sais, l'université, moi, je dis tout le temps que ça te montre une base. T'sais. Ça va t'expliquer les fondements. Mais après ça, libre à toi de faire ce que tu veux. Tu sais, je regarde aujourd'hui, tu sais, un peu qu'est-ce que je fais. Tu sais, aujourd'hui, je suis développement des affaires. Il n'y a pas de cours de développement des affaires. Tu sais. Mais dû à ma base en ingénierie, je suis un gars hyper structuré qui avance dans ça. Un peu comme la structure que tu as avec les clients, on va en venir au day-to-day, mais ta structure que tu as avec tes clients, ta base, comment tu travailles, c'est l'université qui t'a formé. Ben, c'est amené dans le fond, moi, à l'université, je faisais 4 cours puis j'avais 40 heures semaine. Que j'étais un petit fou là qui faisait beaucoup d'heures. Que ça m'a amené à faire une gestion du temps, de me dire, est-ce que je suis capable de faire tout ça en un certain nombre de temps, puis à gérer mon temps comme il faut. Puis tu sais, c'était ça, j'allais 3 fois au gym par semaine, j'allais à l'université mes 4 cours, plus je sortais en fin de semaine, plus je travaillais, là. Ouais, c'est ça.
J'étais du siège jusqu'à 3 heures ou du matin, des fois le vendredi, pour sortir le samedi jusqu'à 3 heures aussi. Oups. Ouais. Donc, tu sais, ça a fait une certaine rigueur, ça a pris comme une certaine structure de comment faire les choses, de comment être organisé. Puis c'est ce que on transpose dans notre développement des affaires aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier un suivi, il faut pas oublier un client, faut bien faire les choses, puis il faut maintenir le service. Ouais, je pense que l'éthique de travail que ce régime-là nous impose, ben, ça sort que des bénéfices. Ça sort aussi, le côté que, pervers de ça, c'est on sort d'une longue, d'un marathon de 4 ans, 5 ans à l'université. Fait que là, quand tu arrives sur le marché du travail, notre plus gros défaut, c'est qu'on est workaholic. Là, on est tout le temps, il y a tout le temps de la business à faire. Là. Ben oui. Fait que c'est ce côté pervers-là qui est moins intéressant de ce processus-là. Par contre, amène-en de l'ouvrage. Là. Ben oui. Quand tu aimes ce que tu fais, il n'y a pas de limite. Là. Ouais, c'est ça, parce que l'autre affaire, c'est un peu comme toi, on n'a pas l'impression de travailler. Là. Pas besoin de travailler, sauf quand c'est le temps de prendre des vacances. Oui, c'est ça. Exact. Ouais, quand tu prends des vacances, le clash est assez important. Mais oui, c'est vrai que, comme tu dis, tu as toujours l'impression d'avoir tes clients, tu as comme des relations avec eux autres, tu as de l'amitié, tu as de l'empathie pour ces clients-là aussi. Puis ça vient que tu te sens comme dans une espèce de grande famille, mais qui est ton travail, dans le fond, au bout de la ligne. Oui, bien, exactement. Il n'y a aucune heure que je trouve déplaisante au travail. Ben il y a du clérical, il y a un 20% que tu fais ils sont prêts à le skipper dans la vie. L'administration, mais ça, c'est dans tous les milieux, dans tous les jobs. Tu peux pas... Ça te permet d'apprécier le 80% de la job qui est hyper plaisante. Ben oui. Mais là, t'as fait un sprint, là, comme étudier ça dans ça. Mais attends un peu, moi, je vais revenir sur... Là, tu pars du Future Shop, puis là, tu décides, tu t'en vas à l'université à Montréal, puis tu travailles au aussi... Future Shop à Montréal parce qu'ils m'ont transféré. Parce que moi, dans le fond, ce qui a fait que j'ai pu transférer, parce qu'on s'entend que Boisbriand, dans le temps de Montréal, qui est le plus gros magasin au Québec, faut que tu justifies pourquoi tu vas transférer un gars qui vient de la banlieue, qui connaît rien de Montréal, qui va faire des ventes à Montréal. Puis t'habitais-tu Montréal aussi? Ben oui. Oui, évidemment, t'as déménagé. J'ai déménagé à Montréal en appartement à 20 ans, parce que j'avais pas le choix pour l'université. Mais, moi, dans le fond, j'étais dans les top 10% des meilleurs vendeurs au Canada toutes les années. J'ai eu des voyages payés par Future Shop parce le cercle de l'excellence qui appelait ça. Donc, c'est là que j'ai pu me faire transférer parce que les chiffres étaient très bons puis bizarrement bons versus là-bas parce que en ville, je faisais plus de volume de ventes par année. Dans le temps, on faisait 1,2 million de ventes par année. Moi, c'est ce que je sortais à peu près 1,2, 1,5. Mais c'était plus que bien des temps pleins ailleurs au Canada. Là. Ouais, c'est ça. Tu travaillais 40 heures, mais... Mais c'était un 25-40. Ouais, ça frôlait le 30-35. Là, dépendamment des périodes, pendant Noël, c'était la folie. Là. Le Boxing Day, quand tu parles du Boxing Day, moi, j'avais les escaliers au 2e étage que le monde se pitchait dedans comme le Seigneur des Anneaux quasiment. Là. Allez, Frodon! C'était quasiment ça, là. Ça avait pas d'allure, là. Le monde, il se battait. Okay, ouais. Mais tu sais, ce move-là le move de partir à l'université en anglais, c'est sûr qu'avec Future Shop, t'es déjà avec le public, fait que t'as déjà une certaine base en anglais, mais là, c'est 100% de tes études en anglais. Là. Ouais, mais depuis j'ai eu 6 ans, j'étais à l'Académie Sainte-Thérèse au privé jusqu'à 17 ans, que tu sais. Ton anglais était déjà... C'était correct. J'ai pas le meilleur anglais, mais je me débrouille extrêmement bien pour un Québécois moyen, je pense. Je pense que c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est ce qui a fait la différence. Si j'avais été à l'autre école, ça aurait été peut-être plus difficile. Mais l'anglais, c'était quand même bien. Là. Puis c'est j'ai bien. J'ai bien un gros. C'est pas là que j'ai pratiqué mon anglais, mais je l'avais encore. T'as fait connaissant la réputation, c'était selon les places, mais j'ai un ami qui a été à Lionel Gros en musique, quand on a assez party de cégep. je peux te dire que pas là qu'on en prenait l'anglais ben. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Mon père était en sécurité, ma mère était comptable, dans le fond. Là. OK. Puis à leur compte, comment ça marche employé? Ma mère était pour le gouvernement, mon père, c'était pour le gouvernement. Donc, tu sais, c'est vraiment... Puis
c'est ça un peu qui m'a donné le goût de partir mes propres affaires. Tu sais, mes parents, je pense qu'ils avaient comme ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont parti d'une famille vraiment modeste. Là. Mon père, ma mère, c'était pas des familles avec la richesse, c'était juste des familles comme moyennes. Là. Mon grand-père, il était paralysé pendant 40 ans. Parce qu'on s'entend que dans le temps, c'était l'homme qui subvenait aux besoins de la famille dans la normalité. Puis, parce que mon père, c'était pas Jojo. Puis, il y avait beaucoup d'enfants aussi dans les familles que ma mère a fait compter à mon père en sécurité. Mais, tu sais, il aurait pu aspirer à plus. Puis, ce qui a fait que donné le goût d'être entrepreneur, je pense qu'une autre chose qui a fait en sorte de me faire découvrir ça, c'est que quand on est jeune, puis que tu te fais lancer dans une école privée, tu remarques que tout le monde autour de toi ont toutes des entreprises, ont toutes des vies différentes un peu. Puis je me dis, crème, moi aussi, je pourrais faire ça. Puis à un moment donné, il faut juste trouver la bonne chose. Puis c'est ce qui en est venu là. Faut que tu trouves la bébelle qui te fait triper, puis un peu comme on parlait, tu sais, que t'as pas l'impression de travailler au day-to-day. Là. Ben oui. Non, ça. Mais là, tu parles de Concordia, mais tu as fait aussi le collège immobilier. Straight. Aussitôt que j'ai fini mon bac, day one, le lendemain, je commençais mes cours d'immobilier pour les finir. Mais, tu sais, je suis peut-être néophyte là-dedans, là, mais comment ça fonctionne, tout ça? Tu vas dans le fond, tu t'inscris. Honnêtement, tout le monde peut y aller, n'importe qui peut y aller vraiment avec un deck, je pense, ou moi j'ai un bac que c'était pas un problème. Tu as 8 mois à peu près d'apprentissage, 8 mois de temps de formation, jusqu'à 8 à 12 mois, puis tu fais ton examen de l'OACQ. Donc, tu as la portion de base, après tu as la portion core dans le fond qui est de la base, puis tu as la portion commerciale, dans le fond, plus spécialisée. Puis après ça, tu fais ton examen. Après ça, ils te lancent dans le shark pool. Ils te regardent, puis ils se disent, bon, est-ce que ce courtier-là va marcher? Puis c'est pas mal ça, parce que en immobilier, tu pars, mais tu pars avec rien. Moi, mon bureau, là, il était comme ça. Là. Il n'y avait même pas de gobelet parce que j'avais rien encore. Puis, comment... parce que dans ça, tu aurais pu choisir plein de branches là, dans ça, parce qu'il y a le commercial, il y a le résidentiel, il y a sûrement l'international. L'international, tu peux pas vraiment le faire parce qu'il faut que tu aies des permis dans chaque place que tu es. Okay. Donc, si tu es au Québec, tu as un permis au Québec. Si tu as un autre permis d'Ontario, tu peux, mais je sais pas comment l'expliquer. Moi, aux États-Unis aussi, c'est différent par juridiction. Tu disais, si tu te fais une carrière immobilier, il faut vraiment que tu te bases où ce que tu restes, où ce que tu veux habiter, où ce que tu vas habiter. T'as pas vraiment le choix. Puis, pourquoi plus le commercial que le résidentiel? T'sais? Côté émotionnel. Je pouvais pas délèguer des cuisines qui sont pas à leur goût, ou que la couleur du tapis est pas à leur goût, qui voient pas le potentiel. Moi, c'est des choses que j'aime pas, pour vrai. Je trouve ça plate. J'aime mieux le côté business. Tu sais, exemple, Bruno, il a une business. Ben, Bruno, il veut grossir sa business. Bon, ben, je vais louer un premier petit local, puis je vais l'aider à toute son ascension jusqu'à la fin de sa carrière. Ça, je trouve ça malade. Genre, voir la croissance de mes clients, voir mes clients réussir, là, c'est un cadeau. Oh. Ben, ça doit être... Ben, probablement, juste closer des deals avec... un premier deal avec un client, ça doit être hyper gratifiant. Là. Ben oui. Le premier deal, c'est assez spécial. Là. C'est le deal que tu sais pas comment ça marche au début un peu, puis tu réussis à le closer, puis t'es comme, OK, ça ressemble à ça. Là. Ben, je te vois à la face. Je veux pas que tu nommes des clients, je veux pas... Mais comment c'était ton premier deal? Là, Au début, tu écoutes un peu ce que le monde te dit de faire, puis tu essaies de comprendre. Mais le premier deal, c'est bizarre parce que moi, dans le fond, j'avais 2 ans et demi, j'avais travaillé pour un autre film avant de faire le switch chez Colliers. Que j'avais vraiment vu un peu le day-to-day des deals. Mais là, j'avais plus personne à me retomber dessus. Là. C'était moi puis moi. Là, je me dis, bon, je vais essayer ça. Là. Puis tu fais le tour des parcs industriels, des parcs, aussi des places à bureau, puis tu appelles les pancartes à louer par le propriétaire. Puis tu essaies de vendre le fait que leur pancarte versus tout, qu'est-ce que tu vas amener de plus, ça a une plus-value. Puis à un moment donné, ben, tu as une certaine recette que tu offres, puis une certaine recette que tu peaufines pour justement avoir la meilleure mise en marché potentielle possible pour tes clients. Puis après ça, tu maximises la première occasion que tu as, parce que au début, quand tu en as juste une, c'est tout ce que tu as. Là. Je veux dire, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Là. Ouais, ben, tu sais, moi, j'étais en immobilier résidentiel.
avec une de mes entreprises. Puis, tu sais, je regarde un peu mon courtier avec qui je travaille. Puis, tu sais, Mathieu, des fois, tu sais, en fait, bien souvent, lui, il affiche des deals, mais lui, il m'amène des deals, tu sais, il m'amène des achats, tu sais. Fait que, comment, dans l'immobilier, tu sais, plus dans le commercial, tu sais, t'as des donneurs, tu sais, que j'appelle, tu sais, des gars qui font de l'affichage, puis tout ça. Puis, t'as aussi où ce que là, toi, t'amènes des clients, là. Ben, honnêtement, on a une business qui est spécialisée. Ben, on focus beaucoup plus sur la représentation des propriétaires. Parce que sans inscription, c'est difficile un peu à faire dans le marché actuel. Surtout qu'il y a une pénurie de locaux industriels puis d'espace à vendre, à louer, peu importe. Donc, quand tu as une bonne base de clients qui sont propriétaires, ben tu as une visibilité. On a une 50aine d'inscriptions en ce moment qu'on garde pas mal toujours environ autour de 50. Des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Mais c'est ça qui fait la différence. Puis oui, des fois, on représente des acheteurs parce que nos acheteurs, il ne faut pas les oublier, on a des listes d'acheteurs dans le fond qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription qui tombe sur le marché, que ce soit moi, que ce soit un autre courtier, j'y envoie. Tu veux être sûr que ton client qui veut acheter voit tout ce qui se passe. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est qu'ils disent crème, mon courtier m'envoie rien ou il fait rien. Moi, il fait juste, il met sur sa tablette puis je prends la poussière. Tu veux que cette personne-là se sente aidée, puis tout au long du processus, tu le conseilles, tu réfères les bonnes personnes, tu t'assures que cette transaction est à bon terme selon ses convictions aussi. Tu peux pas forcer quelqu'un à acheter. Tu peux juste bien le conseiller pour qu'il achète, puis si ça marche pas, ça marche pas. Il faut respecter le choix de la personne. Sauf que c'est bien rare dans le marché actuel que les gens, quand ils font une offre d'achat, après une visite ou deux, ils savent là, que ça fait du sens. Là. Surtout en industriel, parce que c'est une grosse boîte carrée. Là. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple que ça. Là. Ouais, un peu de bureau à l'avant. Après ça, le shipping, les kits de chargement portent au sol. Les colonnes sont comment, la hauteur est comment. Merci, bonsoir. Là. Tu sais si tes machines rentrent, là. Tu regardes le plan, puis tu peux les dessiner toi-même, tes machines. Oui, tu peux déjà figurer ton layout de plancher dessus. J'aimerais ça qu'on en revienne quand tu as sorti justement du collège immobilier. Tu as travaillé pour qui? Au début? Oui. J'étais chez NAI commercial, dans le fond. OK. Puis là, eux, ils t'ont un peu montré la job. Oui. Ben, ils m'ont pris de zéro, honnêtement. Moi, je savais vraiment pas rien. Je savais même pas comment vraiment faire des courriels dans le temps. J'étais green de chez Green. Là. Je veux dire, je peux rien faire. Là. J'apprenais. Mais moi, la seule chose qui faisait la différence, c'est que je voulais. Moi, j'étais dans mes cours à l'université, puis j'écoutais pas. Là. Je travaillais encore sur d'autres affaires. Là. J'étais déjà ailleurs. Là. J'étais pas là. Je réussissais à passer mes cours parce que j'étudiais vraiment beaucoup, puis je faisais des bons résumés de mes cours. Mais c'était vraiment ça. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est que je voulais apprendre, je voulais vraiment apprendre, je voulais en faire beaucoup. Puis quand j'avais plus de job, j'appelais au bureau, je dis crime. Tu sais, je fais là, j'ai fini. Puis là, ça y fâchait. Puis des fois, je faisais mal les affaires parce que j'apprenais, que je prenais plus de temps. C'est la classique. C'est apprendre avec les erreurs puis à avancer avec ça. Mais ouais, ça a été toute une curve intense. Puis, question, pourquoi t'as pas resté avec eux? Tu sais, parce que... Ben dans le fond, moi, j'étais à salaire dans le temps. OK. J'avais toujours été à commission. Je savais que je pouvais le faire, mais j'avais juste peur de faire le saut. Les propositions que j'amenais, c'était pas bon. Puis je pense qu'il y avait une certaine réceptivité qu'il fallait avoir par rapport à ce que je faisais. Mais quand j'ai remarqué que c'était plutôt difficile à avancer avec ça, j'ai juste dit, je vais me revirer ailleurs. Puis je vais aller voir d'autres options. Puis j'ai été voir une autre agence. Puis honnêtement, c'était 2-3 autres agences, dans le fond. Puis celle que j'ai choisie, Colliers, dans le fond, c'était vraiment la mieux, dans le fond, selon ce que moi je voyais. Puis je me suis dit, garde, si je le fais pas là, le saut de le faire de partir de zéro, je le ferai jamais. Puis eux, ils voulaient pas te garder comme... Ils voulaient, t'amener comme agent. À un moment donné, c'était juste rendu... C'était des discussions qui étaient compliquées, pour vrai. C'était juste... C'était comme peine perdue. Moi, je trouvais que c'était comme peine perdue, puisqu'on m'écoutait pas, on faisait juste comme à leur tête. Puis à un moment donné, me garde, they're lost. En ce moment, je réussis très bien. Puis je retournerai pas là, malheureusement. Non, connaissant où ce que t'es rendu, m'étonnerait que... Ben, c'est ça, là. On a une équipe, en 3 ans après mon switch, on a une équipe dont on est rendu 4, là. Je pense...
Puis on était 4 quand j'étais là-bas. Puis comment ça fonctionne un peu? J'aimerais ça que tu sais, parce que comme entrepreneur, je regarde, mettons, moi, je veux tout le temps, les courtiers immobiliers que je connais le plus, c'est ceux dans le résidentiel. J'en ai qui font des Wayne Gretzky, puis j'en ai qui sont obligés de matcher une deuxième job. Là, pas ces temps-ci, là, mais mettons dans des temps plus normaux. Fait que comment qu'on fait pour se démarquer un peu de ça? La rigueur. Parce que tout le monde dit que c'est facile. Le monde regarde le courtier, dit c'est facile, ça a l'air simple, c'est le fun. Mais ce que le monde ne voit pas, c'est les 90 heures que tu as fait au début. Quand tu commences, dans le fond, je pense que c'est vraiment la rigueur. C'est faire les suivis. Envoyer un courriel, oui, follow-up, rappeler la personne, être sûr que tout est bien reçu, tout est bien fait. C'est ce que le monde ne fait pas. Il n'y a pas beaucoup de rigueur dans le milieu. Le monde, il envoie quelque chose, il oublie, il répond même pas. Je pense que travailler fort, rapidement, puis vite, je me répète un peu, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis écouter nos clients, bâtir des relations avec nos clients, toujours être disponible assez souvent quand les besoins du client sont là. Parce que nos clients ont souvent des questions ou des fois ils sont pas sûrs comment approcher telle situation, mais on va être là, même si on n'est pas nécessairement en transaction. J'aime bien mieux qu'il y ait eu les bons conseils qu'il n'y en ait pas eu puis qu'il ait fait une erreur ou un bad move pour lui. Là. J'aimerais ça aussi que tu m'expliques, parce que là, je connais mes auditeurs, là, ils doivent dire c'est un podcast de construction, pourquoi tu amènes Étienne là? Mais parce que j'aimerais ça que tu expliques un peu dans un processus de construction. J'aimerais ça qu'on parle de scratch là, d'un terrain, d'un champ. Je vais te donner un projet, mettons, Mirabel. Je veux pas plaguer de clients, mais comment toi, tu es impliqué dans toutes les phases? Je sais que des fois, on discute, mettons, data center. Là, tu dis, OK, j'ai un client qui m'a parlé qui cherchait un nouveau terrain. OK, bon. Mais comment tu t'impliques là-dedans, de toutes les facettes? Parce que je le sais que tu fais partie de tout le processus du terrain, zonage, à aller jusqu'à il y a 4 murs, les dimensions, puis quasiment la finition des comptoirs. Là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est quand on a des terrains, le principal rôle qu'on va jouer, c'est un de nos clients achète un terrain, mais il veut savoir comment le développer. Là, nos clients ont leurs idées, mais des fois, les idées versus ce que le marché veut sont complètement différentes. Que l'important, c'est vraiment de concevoir ou de les aiguiller le plus, selon notre expérience, bien évidemment, sur comment construire l'expansion, l'immeuble en soi pour que ça puisse accommoder le plus de locataires possible. Moi, j'ai un de mes clients, puis ça vaut la peine de raconter. Il y avait un terrain de 80 000 pieds. Okay. Puis là, lui, il m'a dit, Étienne, on va construire là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il dit, vous autres, les courtiers immobiliers, là, il dit, vous chialez tout le temps. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'est pas parfait, il n'y a pas ça. Il dit, il dit, fais-moi ta liste, là, puis je t'ai construit pareil comme t'as vu. Ouais. Et là, il a dit, reviens-moi pas, qu'il manque une affaire, là. Il a dit, là, tu sais, tu sais qu'il te mettait le hit, hein, là-dessus. Ah oui, je le savais. Mais tu vois, il l'a fait. On l'a loué 10 ans, une belle compagnie, dans la plomberie. Tout le monde est content. Mais c'est quoi, il donne les... Toi, tu as donné tous les critères? J'ai dit, ma hauteur libre que je voulais avoir, pas de colonne. J'ai tout dit, j'ai le nombre de quais de chargement, le nombre de portes au sol. Exactement comme je la voulais, le genre de façade que je voulais que ça aille pour que ça punch puis que ça soit parfait. C'est arrivé. On a eu deux offres sur cet espace-là à louer, dans le fond. Là. Mais, OK, mais comment tu connais tous ces critères-là? Parce que t'as beau être en transaction immobilière. C'est à force de le faire, c'est que tu veux de conseiller ton client à faire une bâtisse le plus générique possible. Générique dans le sens pas trop de mezzanine, pas de bureau déjà fait, juste pour être sûr que 90% des users puissent s'accommoder à l'intérieur moyennant un peu de modification. C'est ça le but au bout de la ligne, c'est de conseiller ton client. C'est exemple, tu fais un multilocataire, ben, tu sais que les personnes qui cherchent des 10 000 pieds, ben, cherchent tel nombre de quais de chargement, tel nombre de portes au sol. Puis avec l'expérience, avec le temps, à force de faire des projets avec des constructeurs aussi, puis être impliqué des constructeurs des fois, ben, t'écoutes qu'est-ce qu'ils disent, puis
leurs conseils, c'est les meilleurs, dans le fond. Là. Avec le temps, l'expérience que tu acquiers, ben, tu peux bien conseiller ton client. Là. C'est vraiment ça au bout de la ligne. Là. Puis, as-tu une équipe je veux pas dire architecte, mais y a-tu des architectes, des ingénieurs qui te conseillent en tant que tel au niveau, regarde, ça, c'est les tendances qui s'en viennent? Nos clients ont déjà tous leur architecte au départ. Donc, nous, ce que je dis souvent à mes clients, c'est fais juste pas tomber en amour avec le projet, comme des fois l'architecte le fait en faisant des affaires funky, mais que le marché va pas aller chercher. Ça va être super beau, ça va être super bien, esthétiquement, mais côté locatif, ça va être compliqué à louer. Que des fois, c'est juste... nous autres, on est comme la personne qui défait un peu ce que l'architecte fait parce qu'on veut justement que le marché le prenne rapidement puis qu'il soit intéressé puis que ça fasse du sens. Mais c'est un peu ça. Des fois, c'est juste d'être la personne qui dit non, ça fait pas de sens, ça fait du sens. Mais on l'apprend parce qu'on sait ce que nos clients veulent. Comme pourquoi que je sais qu'est-ce qu'un client veut? C'est parce que la liste de comme 500 ou 700 personnes qui m'ont appelé dans les 3 dernières années et plus, qui cherchent des espaces, ils me disent ce qu'ils veulent. Un 10 000 pieds, je sais qu'est-ce qu'il veut avec. Un 20 000 pieds, je sais qu'est-ce qu'il veut avec. Un 50, on le sait qu'est-ce qu'il veut avec. Ça va juste comme ça. Puis tu sais tu sais à qui tu peux l'envoyer aussi quand tu ramasses l'inscription. Tu sais que tu as une vingtaine de personnes que tu peux juste dire « Parfait, je vais l'envoyer ». Oui, tu le mets au marché parce que tout le monde, il faut collaborer avec les autres courtiers. Il faut être respectueux de tout le monde. Il faut que ça marche. Mais au moins, tu sais que tu as une banque de clients qui cherchent ça. Donc, tes autres amis courtiers qui vont donner des clients, ben, ils vont avoir des clients qui vont chercher potentiellement la même affaire ou vraiment proche. Là. Mais ça... Faut que tu m'expliques plus dans le détail tes clients parce que, je donne un exemple. Moi, je cherche une maison avec ma blonde. Pas de trouble. J'appelle un courtier, je cherche une maison. Puis il va t'inscrire sur Centris, tu vas sur des maisons tout seul. Là. C'est ça, avec à peu près le budget que tu cherches. Relativement facile. Mais je signe un deal, je trouve que, OK, la maison, on a ça pendant 20 ans, 25 ans. Dans le commercial, je regarde notre business, la joie, là. Ben là, actuellement, on est comme en explosion, là. On est passé de... une couple de millions, je ne vais pas donner des chiffres, mais on a eu une méga progression au cours des 3-4 dernières années. Fait que c'est sûr que mes besoins changent. Mais c'est pour ça que, dans le fond, quand tu as une business qui a une forte croissance, ben, normalement, tu loues quand tu commences. Parce que, justement, tu loues des baux de 5 ans, normalement, juste puis que tu peux sous-louer, tu peux aller louer plus gros. Puis quand ta business est plus stabilisée, tu vas sur du plus long terme, du 10 ans. En général, c'est ce que le monde font. Il y a des gens qui essaient d'aller chercher du 1 an, du 2 ans, du 3 ans, mais dans le marché actuel, avec le nombre d'espace qui est disponible, les propriétaires, il faut juste qu'ils soient patients, là, puis ils vont l'avoir qu'est-ce qu'ils veulent avec les conditions qu'ils désirent. Puis à un moment donné, ben, quand ta business est plus systématique, plus grosse, ben, puis que tu as un bon cash flow, ben, tu peux te permettre d'acheter des immeubles puis pouvoir avoir plusieurs immeubles pour pouvoir parvenir aux besoins d'entreprise. C'est un processus qui est simple comme tout le monde, dans le fond. On commence tout en bas, puis on grossit l'entreprise qu'on a, comme toutes les grosses business qu'on connaît de nos jours. Fait que tu dois pas je connais, mettons, 80% de tes clients. Là. L'idée, c'est que des one-shot deals, t'en fais pas. Là. Tu veux pas faire ça. Ça sert à quoi de faire un one-shot deal? Ben, oui. Des fois, il y a des propriétaires qui ont juste un immeuble, one-shot deal. Tu le fais parce qu'ils prennent leur retraite, exemple, ils ont vendu l'entreprise, des affaires de même. Mais moi, je vois jamais ça comme un one-shot deal. Parce que ça arrive nord, puis à Laval, c'est jamais vraiment un one-shot deal. Parce que tout le monde qui habite en banlieue, même en ville, ont tous des chalets, des secondes maisons, qui ont des business, puis ils vont toute la fin de semaine se regrouper avec d'autres gens, avec des amis, puis ça finit par parler. Si tu sens bien une personne, 2 personnes, ben ça va faire son bout de chemin. Moi, je vois ça comme du long terme. Puis des fois, les gens, ils prennent leur retraite, mais je continue à garder une relation avec les autres parce que je les ai tellement appréciés que je continue à bâtir une relation avec cette personne-là, puis à un moment donné, ben, leur ami qui cherche quelque chose, ça revient tout seul à toi parce que tu as toujours été présent, puis la personne, tu l'apprécies réellement. Là. C'est pas juste du business, c'est juste que tu l'apprécies personnel aussi. Ça va jusque-là. Moi, je pense que des one-shot deals, il y a bien les courtiers qui voudraient faire des home runs, mais faire des home runs toute ta vie, juste un par année, ça se fait, mais je pense pas que c'est vivable à long terme, puis je pense pas que c'est même le fun à faire. Tu sais, je veux dire, tu fais juste un deal par année.
Ce qui est le fun, c'est d'avoir un bon flot de clients, d'avoir du plaisir, puis de jaser à plein de personnes, puis d'avoir plein d'informations sur le marché, puis de pouvoir bien conseiller ton client avec tout le knowledge que tu es censé ou pas censé d'avoir. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? On a l'information privilégiée, dans le fond. On sait qu'est-ce qui se passe avant que ça arrive, là. Des fois, les journaux sortent, puis c'était déjà fait, là. On le savait, nous autres, on était dans le deal. Ouais, ben, moi, je le dis souvent, j'ai des reps chez nous, des fois, ils m'envoient, ou j'ai du monde qui m'envoie des infos, puis là, on fait « Hey, tel projet! » Je fais OK, mais c'était déjà canné, là, c'était des là. Ça fait longtemps, mais oui. Ou, tu sais, des fois, j'ai des représentants qui m'appellent « Ah, tel projet! Ah, désolé, tout est déjà acheté. » Ah, mais là, c'est pas construit, là. Ouais, mais le deal est fait, tout est réglé, tout est fait. Ah, ouais. Moi, je dis tout le temps, si tu le vois dans le journal, si tu vois une pancarte, il est trop tard. Too late, ouais. Il est trop tard, t'étais pas là au bon moment. Le réseau de contacts, je pense, c'est la priorité numéro 1 dans notre milieu. Là. C'est vraiment ça. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais 0 contact dans ma base de données. Puis je me suis dit, il faut que j'en ai 1000 par année. C'est ça le but. Pas date. Ben là, j'étais pas loin de un petit peu plus haut que 2. Là. OK. En 3 ans, depuis que je suis à 0, que c'est pas super, avec la COVID. Ouais, c'est ça. Comment... parce que toi, t'as fait ton move en quelle année? En 2018? 19-18, ouais. C'est... Puis, pourquoi Collier? Tu sais, parce que... Tu sais, je donne un exemple, mettons, dans... Il y a plein de branding. Ben, tous les bailleurs ont leur style, je te dirais. Puis, moi, quand j'étais là au bureau de Collier, j'ai trouvé ça ouvert. C'était super... c'était le fun, c'était beau. Puis, honnêtement, j'aimais bien le branding. Je trouvais que les services faisaient du sens. Tu sais, je connaissais pas non plus ça. C'était un peu un move... tu sais, j'étais allé au feeling. Tu sais, j'ai vu, bon, mais tel côté travail là. Je me suis dit, bon, ben, je vais pouvoir au moins me retourner puis poser des questions à des personnes si je suis ici versus ailleurs. Ça fait une différence. C'était comme l'approche qu'il y a eu. Puis honnêtement, je regrette vraiment pas aujourd'hui. Puis, chez Collier, est-ce que tu aurais pu être un simple employé? Comment ça fonctionnait là-bas? Ben, moi, j'étais rentré à commission, là. Toi, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer. Je commençais à commission. Puis le plus tough au début, c'est ça, c'est de commencer à commission avec pas de clients, puis d'avoir invité le monde à aller luncher pour avoir des clients. Ouais, moi, je dis tout le temps, tu commences à commission, pas de commission. Fait que c'est de l'investissement. Là. Ah, c'est investissement de temps, investissement de tout, là, dans le fond, là, de connaître les gens, tout ça. Mais c'est pas facile au début. Puis au début, tu peux avoir l'inscription qu'il y a personne qui vient à toi. Puis là, plus que tu as d'inscriptions, plus que les gens t'appellent, puis les gens te connaissent, puis ouais. Puis ça t'a pris combien de temps à avoir closé, mettons, avoir ta première inscription, ça t'a pris combien de temps? Je te dirais peut-être 6 mois. 6 mois? Max, ouais. Ouais. Mais tu sais, 6 mois, attends ça. Peut-être moins que ça. Non, je sais pas. Je pense que c'est moins. T'as peut-être raison. 4 mois, peut-être? Ouais, mais 4 à 6, sûr. Sûr. 4 mois, pas de salle. Non, mais la première année, dans le fond, j'étais commencé en août. J'ai comme un 4 mois avant les fêtes que c'était sûr qu'il n'y avait rien se passer. Après ça a commencé un peu plus. Tu sais, la première année, je pense que j'ai fait une 15, 17 transactions, peut-être gros. Ben, la vraie première année, là, à partir de janvier, après août, là. Ouais, à peu près. C'est pas facile, là. Faut que tu convaincre du monde que ça fait longtemps qu'ils sont pas représentés ou qu'ils n'ont pas de courtier, que c'est avec toi, il faut qu'ils travaillent, là. Puis des fois, il y en a qui ont un certain âge, puis ils ont une certaine manière de penser, puis que il y a un mindset. Tu peux pas défaire ça, que la longue haleine a valu la peine. Puis, avec Collier, tu sais, vous avez... en bout de ligne, Collier, c'est juste... C'est un Remax pour vous mettre le monde un peu. C'est comme un brand. C'est un brand, mais tu sais, t'as les données de marché, t'as la base de données, t'as du support aussi. On a des gens dans le clérical. Les coordonnatrices là, qu'on appelle BOS, dans le fond, qui nous aident, dans le fond, pour tous nos projets, des choses comme ça. On a aussi plusieurs équipes, de différentes équipes. Tu sais, chez Collier, c'est le courtage, c'est l'évaluation, c'est la gestion de projet, c'est la vente d'hôtel. C'est plein de choses en même temps, dans le fond, que... Mais, attends, là. Tu dis évaluation, vous avez des gens à l'interne qui font ça. Fait que si toi, tu as un client... Qui veut évaluer, oui. On peut référer à l'interne à nous autres, mais oui. Puis si tu parles chargé de projet... Dans le fond, là, c'est de la gestion de projet pour des projets plus institutionnels. Comme exemple, l'UDM fait un réaménagement, peu importe. Ils sont là. Puis
ça, toi, es-tu impliqué au niveau... Non, parce que on essaie de faire des passes entre départements. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Ça dépend des projets, des types de projets. T'sais, on a la gestion d'immobilier, dans le fond. Eux autres, on en ont référé un cette année. On travaille sur une tour à bureau à Laval avec eux autres. Mais ça arrive pas tout le temps. Il faut que le fit soit là. Il y a plein de choses qu'il faut qu'il arrive pour que ça en vienne. Oui. Comment tu dis non à des clients? Parce que... J'ai rarement dit non à des clients, mais je pense qu'à un moment donné, t'as un certain créneau, t'as un certain type de clientèle, puis je pense que c'est juste ça clique pas. Des fois, c'est vraiment rare, ça l'arrive. Je dis vraiment rarement, je peux pas vous aider. Ou bien si c'est quelque chose que je fais pas. Tu sais, exemple, je focus industriel bureau, mais je fais pas vraiment retail. Tu sais, un espèce de petit magasin de strip retail. commercial. J'en fais pas vraiment en ce moment. C'est peut-être là que je vais tracer ma limite, là, dans le fond. Là. Ou quelque chose que je vois pas de potentiel. Tu sais, la personne elle m'arrive, elle me dit ça vaut ça va faire ça. Ça va fonctionner, mon projet, ça fait tout du sens. Je peux faire ci, ça. Mais que sur le marché, quand je vais arriver avec ces mêmes contraintes-là, je pourrais pas les faire. Je pourrais pas réaliser. Moi, je peux pas réaliser un mandat, je vais pas le prendre. Si je sens que je suis pas sûr, je laisse faire. Ouais, ben... Parce que sinon, c'est ton image, là. Tu réalises pas ce que tu dis ou ce que tu fais. Ça marche pas. Ouais, c'est sûr que c'est... faut que les bottines suivent les babines. Là, c'est ça, tout le temps. T'as pas une fois que tu dis « oui, je le prends, go, on y va », c'est sûr que imputable, si t'es imputable, puis là, le timer a commencé à tourner. Là. Ben oui. Parce que c'est des deals de, tu sais, mettons, des ententes de location ou de... De courtage. Oui, de courtage. C'est des deals de... Tu sais, mettons, ils donnent combien de temps pour... Normalement, c'est 12 mois, là. OK. C'est parce qu'il faut avoir un délai raisonnable. T'sais, on a le marketing à faire au début, c'est comme un bon mois qu'on vient de geler. Après ça, il ne faut pas oublier que dans une année, il y a les fêtes. Ouais. C'est un mois. Les vacances de construction, c'est un autre mois. Oui, parce qu'il n'y a rien qui se passe une semaine avant puis rien qui se passe une semaine après. Les vacances de construction, je dirais même 2-3 semaines après. Ouais. Même 2 semaines avant maintenant. Là. Ouais, puis c'est ça fait comme un bon mois, un bon 2 mois facile. Là. Puis, y a-tu des périodes plus propices où ce que toi, tu sais que ça, c'est ton crunch time, là, où ce que tu sais que cette période-là, tu avertis ta femme, des enfants, on se revoit dans 3 mois. Là, t'sais. Non, c'est cyclique, c'est sûr, mais tu sais, dans février à mai, juin, là, c'est pas mal le meilleur temps de l'année, dans le fond, pour tout. Là. Pendant les fêtes, ça se calme. Novembre, tu finalises tes transactions. Septembre aussi, même chose. C'est pas mal ça. Là. Nous, en immobilier commercial, c'est tout autour des vacances de construction, pas mal. Oui, bien, c'est pas mal ce qui affecte, qu'est-ce qui ferme, qu'est-ce qui rouvre. Nos clients, c'est des manufacturiers, là. Ouais. Où ils font la distribution pour des compagnies reliées à ça ou à la consommation. Puis souvent, la construction, on a 2 deadlines. Moi, je les appelle tout le temps les fins du monde là, dans le milieu de la construction, là, qui est le vendredi des vacances d'été, puis le vendredi avant Noël. C'est le dernier vendredi avant Noël, puis le dernier vendredi avant les vacances de la construction d'été. C'est la fin du monde. Là. Tout le monde veut livrer là. Ouais. J'ai un petit truc là, pour le monde. Là. Soit un peu après ou soit un peu avant, mais arrêter ce vendredi-là, ça marche pas. Là. C'est comme les notaires des fonds résidentiels, ils disent arrêtez de me dire que je close le 1er, le 15 ou le 30. Là. Mettez une autre journée. Là. J'ai plus de dispo le 1er pour tous les premiers du reste de l'année. Là. Puis, comment t'as... Parce que là, tu as un partner avec qui tu travailles tout le temps. Comment c'est arrivé avec Steve? Ben dans le fond, au début, moi, j'étais tout seul, puis tout seul, puis ça allait bien, mais j'avais l'opportunité d'avoir des listings de bureau. Puis moi, j'étais moins spécialisé de ce côté-là. Puis Steve, dans le fond, c'est ce qu'il faisait, c'était de la représentation de locataires au début. Puis on a juste été pitché sur une inscription, puis après ça a juste fait... On a juste allé chercher d'autres inscriptions, puis on a commencé comme ça. Puis Steve a vraiment une extrêmement bonne rigueur, puis il représente vraiment bien ce locataire. Il prend le temps de le faire. Puis je me suis dit, crème, ça va être bon, il va travailler fort, puis il va avoir le cœur de ses clients entre les mains, puis il va bien faire avec, puis je pense que ça va être vraiment ça qui va faire la différence.
Puis lui, était-tu courtier comme toi, indépendant? Oui. Il est déjà été dans une équipe, il avait arrêté, puis là, dans le fond, il était pas mal seul. Comme moi, je dis, ben c'est parfait. Puis en même temps, mais, Steve se présente bien, puis ça arrive nord, ça fait du sens aussi. Oui, non, c'est pour avoir eu à jaser avec une couple de fois autour d'un verre de vin. Non, il connaît bien son market dessus. Toi, tu t'occupes beaucoup plus industriel. BizDev. Industriel BizDev en général, c'est. Puis Steve fait du BizDev aussi, plus bureau. Puis là, ben, on veut peut-être commencer un peu plus d'investissement aussi. Comme quoi? Les bâtisses, c'est 100% loué, 90% loué, comme ça à vendre. On a beaucoup de bassins dans le fond d'acheteurs de ce type d'immeuble-là, mais trouver des immeubles-là comme ça, dans le fond, ça tombe pas du ciel, il faut aller travailler. On est vraiment structuré dans la manière de faire, on a vraiment des choses qu'on fait tout le temps de la même manière parce que justement, d'être systématique, ça nous apporte une certaine rigueur, une certaine qualité de tout ce qu'on fait, toujours mieux contrôlé. Puis, ouais. Et donc, quand tu commences dans l'équipe, il faut que tu comprennes comment on le fait dans le but de justement être dans le moule puis comprendre la recette pour pouvoir la répéter ensuite pour que ça fonctionne. Oui, bien, comme n'importe quel métier, tu as une portion formation, tu as une portion un peu apprentissage. J'ai eu à faire quelques firmes de génie dans ma carrière. Puis oui, ça reste du génie conseil, sauf que chaque business a un peu sa recette. Ouais. Fait que c'est sûr que, surtout là, en représentation, je te dirais, c'est encore plus important. Tu sais, en génie, tu es dans le bureau, c'est un papier qui sort. Ouais. Ils vont te juger beaucoup sur le chargé de projet et sur la qualité du papier à la fin avec le dessin dessus. Mais en représentation, c'est vraiment du relationnel, one-on-one. Oui, parce qu'on vend de l'air, dans le fond. Là. Je veux dire, tu sais, non, mais dans le sens... je préfère que tu dises que tu vends du pied carré. Non, mais dans le sens que nos services sont pas... Tu peux pas les toucher, tu peux pas les sentir, tu peux pas... L'immeuble, oui, mais le service qu'on offre, il y a beaucoup de relationnel, puis il y a beaucoup de... Comment je peux dire, de choses à justifier, comment on le fait, pourquoi on va le faire comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'est comme on est comme consultant. Là. Bien, vous êtes consultant. Puis, tu sais, hier, je parlais avec ma copine de notre rencontre aujourd'hui. Puis là, elle me dit « Ah ouais, elle dit, y es-tu peddler? » Tu sais, ça, vous devez l'entendre dans votre milieu comme n'importe quoi. Il y a des peddlers, puis il y a des milieux. Tout le monde a son style, comme moi, je dis tout le temps. Ça dépend comment tu veux être. Là. Je dis, chacun son style. Là. Moi, je pense qu'on l'est pas. Puis je pense qu'on fait vraiment tout. Dans le fond, on travaille comme si nos clients, on était dans leur soulier, dans le fond. Donc, on travaille pas juste pour nous. Là. On travaille pour nos clients. Puis moi, c'est le premier goal, c'est que notre client réussisse à ses fins comme il le désire, puis qu'il soit satisfait de ce qu'il va avoir reçu comme service. Tantôt, on parlait un peu de ton développement de terrain, toute ton implication dans ça, mais tu t'impliques aussi, mettons, pour la location d'immeubles ou pour la vente, tu t'impliques. On va parler, mettons, location pour avoir signé quelques beaux commerciaux. C'est un bail, mettons, de logement. C'est 4 feuilles, 3 feuilles, on signe ça. Bail commercial, c'est comme tu veux. Ça peut être 4 pages, comme ça peut être 200 pages. Ouais, ça dépend des propriétaires. Tu comprends ce que je veux dire? La complexité est là, c'est dans les termes légaux. Parce que nous, dans le fond, comme courtier, on enligne les business terms. Après ça, le côté légal, ben, on n'est pas avocat, dans le fond. Il faut qu'un avocat puisse valider ça ou leur conseil légal regarde ça. T'sais, nous autres, on va tout faire les business terms, puis une fois que ça c'est réglé, ben, on s'entend que la transaction n'est pas loin d'être faite, à moins que le bail soit en s'en tirer par les cheveux, là, mais sinon, c'est pas super. Là. Puis, avant qu'on prenne la pause, j'aurais une question, puis j'aime tant jaser un peu de ça. Tout le côté monétaire, veux pas, on travaille dans ça, parce que moi, je suis vraiment néophyte dans... Qu'est-ce qui est drôle, c'est je connais votre métier puis votre implication dans toutes les facettes de la construction, mais tout votre côté rémunération, tout ça, comment ça fonctionne? Comme tu as dit tantôt,
il y a des Wayne Gretzky, puis il y a du monde qui sont différents. Mais on est payé à la performance. Que si tu performes comme Wayne Gretzky, ça va être pas mal similaire. Mais c'est un pourcentage sur dans le fond, c'est la location? Oui, dans le fond, dépendamment en commercial, c'est sur le net. En bureau, c'est sur le brut. Puis le loyer brut, dans le fond. Là. Puis en industriel, c'est sur le loyer net. Donc ça, c'est vraiment standard dans le marché. Puis oui, c'est des pourcentages qui varient selon le nombre d'années puis tout ça, dans le fond. Tu peux-tu nous donner des barèmes? Tu sais, je veux pas que tu me donnes le courtier standard, mais tu sais, je donne un exemple. Mettons un courtier résidentiel entre 2 à 5 %. On sait que c'est à peu près ça. Dans le commercial, c'est un peu ça? Parce que ça vient pas mal au même, je te dirais. Là. C'est vraiment ça. Puis après ça, ça dépend de la grosseur de la transaction puis du prix de vente. Fait que, tu sais, je donne un exemple. Ça veut dire que vous devez vous fixer des minimums de pieds carrés à louer, là. Ben oui. Parce que tu veux pas travailler pour 1500 pieds carrés, là. Idéalement, non, mais tu sais, des fois, t'as pas le choix de faire des premiers moves avec des clients pour justement les aider. Si c'est une référence de Bruno qui rentre puis que tu dis non, ça paraît pas bien. Là. Je vais en entendre parler. je préférais que tu dises oui à ceux que je t'envoie, là. Mais tu comprends ce que je veux dire. Que oui, c'est sûr qu'on essaie de se baser du minimum, mais en début de carrière, on peut pas vraiment... Ou en début, tu peux pas vraiment dire non à personne. Au début, mais avec le temps, je présume que oui, ça va... On va bâtir une équipe qui va pouvoir servir toutes les superficies. Je pense que le temps, c'est ça, c'est de bâtir des gens qui commencent puis qui apprennent puis que ça fait des petits puis ça fait en sorte que dans le fond, tout le monde peut être servi puis tout le monde va être servi tout le temps. Ouais, non, je pense que c'est une bonne vision. Là, je viens d'avoir le temps. Étienne, on va je te l'avais dit que ça allait passer de même, là. Fait que on va s'arrêter ici pour cette semaine. Nous autres, on va remplir nos verres d'eau puis on va continuer. J'ai comme... on a passé 3 questions. Fait que j'ai comme plein d'autres questions pour toi. Donc, j'aimerais remercier Mylène, Antonella pour tout le marketing. Merci Nick, Fred pour me donner l'opportunité de faire ça pas au day-to-day, là, mais toutes les semaines. Merci Nicole à la console. Merci au Studio SF. Merci beaucoup Étienne pour cette semaine. Merci à Bruno. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Étienne Marcoux de Collier. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.